bonsoir. Olivier, bonsoir. Paola, bonsoir. Laura, bonsoir. Voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Mardi, 21 h. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Smilchka, Nathalie, bonsoir. Et Alexandra, Martine, bonsoir. Comment allez-vous? Vous allez bien? Donc, psychanalyse pour tous, un espace ouvert à tous où nous allons essayer de nous rapprocher de certains concepts de psychanalyse. Un sujet très intéressant qui nous touche tous, comme toujours. Michel, bonsoir. Donc, on va voir, par exemple, si je fais ça. Hop, je peux faire comme ça. Hakim, bonsoir. Karine, bonsoir. Jean-Loup, bonsoir. Comment allez-vous? Alors, je vous laisse arriver. Comme ça. Benani, Rachid, bonsoir. Serge, bonsoir. Alors, je vais regarder un petit peu. On en est où ici? Donc, Philali, bonsoir. Donc, Sandra, bonsoir. Donc, vous savez effectivement que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Sonia, bonsoir. J'étais en stress. Oui, ben, j'ai pas pu ouvrir de Ingrid, bonsoir. Célia, bonsoir. J'ai pas pu ouvrir à partir du point habituel. Alors, attendez. Pas. Nathalie, Nadia, bonsoir. Mais vous m'avez trouvé. Donc, je me répète. Bienvenue à tous sur cet espace de psychanalyse pour tous. Catherine, bonsoir. Où nous allons donc essayer, ce soir nous nous sommes proposés de parler de ce qu'on appelle, ou de ce que Freud principalement va appeler une fin d'analyse. Et on va faire référence à ce texte, entre autres, on va faire référence à ce texte que Freud a publié en 1937, qui s'appelle « Analyse terminable et analyse interminable ». Salut, bonsoir. Et donc voilà, c'est un texte très intéressant que je vous recommande au Freud. Donc c'est la fin de son œuvre. La fin de son œuvre. Il a donc tous les éléments qu'il a construits pendant toutes ces années. Et la fin d'analyse. Mais ça, c'est une autre chose, Martine, oui. La fin d'analyse. Exactement. Que quand on commence une analyse, non, c'est quelque chose, et c'est quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. Nathalie, bonsoir. Marie-Laure, bonsoir. Pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ben, il y a un effort à faire, et pour d'autres, au contraire, ils sont enchantés de pouvoir venir à leur séance. Donc on voit que Astra, salut. Donc c'est quelque chose de particulier. Donc on va voir un petit peu, parce que Céline, bonsoir. Quand on parle justement de fin d'analyse, on fait référence à une sorte de concept psychanalytique, c'est-à-dire comment la psychanalyse va penser. Parce qu'une chose, c'est ce que nous, comme analysants, on va dire, ou comme patients, on peut penser de ce que ça correspond, ce qu'on pense de ce que devrait être une fin d'analyse. Et une autre chose, c'est la fin d'analyse au niveau des concepts, comment c'est vu. Tala, bonsoir. J'ai une question. Comment fait-on pour trouver là où l'analyste qui nous convient? Faut déjà commencer un travail du coup. Faut déjà commencer. Feti, bonsoir. Farid, bonsoir. Faut déjà commencer. Non, parce qu'en fait, on va dire, est-ce qu'il y a un analyste qui nous convient? Non, c'est comme quand il va falloir faire le parcours pour savoir. Oui, il va falloir commencer, il va falloir faire le parcours, et puis après on verra. Parce qu'effectivement, parce qu'on va voir qu'il y a des... Freud, il va commencer à parler d'une fin d'analyse qui peut être considérée comme naturelle. C'est-à-dire, voilà, il y a des fins d'analyse qui sont considérées naturelles. Et naturel, ça fait référence, bien évidemment,
au résultat du travail qui a été fait pendant tout ce temps. Bonsoir Rachid. Hein. Et il va parler de cette fin naturelle. Attendez, je vais vous montrer un petit peu parce que je l'ai noté, de comment, de quoi il s'agit quand il parle d'une fin naturelle. Alors je ne vais pas la trouver bien sûr. Alors on va mettre ça. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, non, la fin naturelle d'une analyse. Alors, il va dire, première chose, alors c'est quand, Valérie, bonsoir, c'est quand le patient et l'analyste arrêtent de se rencontrer à l'horaire qui avait été établi. Souraya, bonsoir. Et donc, c'est-à-dire que quand l'accord qui est établi, non, c'est modifié, on va dire. Mais que pour que ce soit naturel, quand on parle d'une fin, Susanna bonsoir, quand on parle Lomna bonsoir, quand on parle d'une fin naturelle d'une psychanalyse, c'est-à-dire qu'il y a eu deux conditions qui ont été respectées, on va dire, pour pouvoir l'appeler fin naturelle. Non, c'est deux conditions qui ont été respectées. On va dire premièrement que le patient ne souffre plus de ses symptômes, qu'il ait dépassé ses angoisses, qu'il ait dépassé ses inhibitions, et en plus que le psychanalyste aussi, qui a son avis à donner, puisque c'est lui qui a participé à ce travail, que l'analyste juge qui est devenu conscient tout le matériel qui était réprimé et qui ne devait pas l'être, on va dire, et qu'il y a de nombreux terrains qui ont été gagnés sur les résistances. Et il va donc nous dire, Céline, n'est-il pas frustrant pour le psychanalyste de mettre fin à l'analyse quand cela vient du patient? Touria, bonsoir. Sylvie, bonsoir. Et donc on va voir, justement, ça c'est un élément, Céline, qui va faire partie de ce dont on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu et qu'il y a une interruption de l'analyse, la fin d'analyse existe-t-elle vraiment, se demande Céline. Donc on va voir, madame, est-ce que la même cure analytique dans le cas de Dora? Mais ça, le cas de Dora, c'est un cas, non, que c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il nous montre du cas. Hein. En plus, il dit que c'était une de ses premières patientes. Et donc, il dit même dans la présentation de ce cas que lui, il a sans doute fait une erreur, mais que ce n'est pas l'erreur réellement qu'il veut montrer, parce qu'on ne peut pas savoir de l'erreur, on ne peut pas savoir réellement ce qui se passe quand justement un patient interrompt l'analyse avant d'être arrivé à cette fin naturelle. Hein. Et qu'il y a quelque chose qui vient interrompre le travail, et donc on va parler d'une analyse incomplète ou inachevée. Donc on va faire la différence, c'est-à-dire que oui, effectivement, le patient et l'analyste ne se réunissent plus, mais il y a, donc ce n'est pas une fin naturelle. La psychanalyse peut ressentir une certaine attache envers son patient. Alors on va dire, Amina, bonsoir. Alors justement, Freud ici, il va faire référence, il va dire premièrement, on va suivre la question de Céline, parce que Freud, il va dire que en quoi consiste le travail de cette analyse, non, Simona, bonsoir. En quoi consiste? Il va dire que dans le travail, donc bien évidemment, comme vous devez déjà le savoir, le travail de l'analyse consiste à associer librement pendant les séances, dans cette situation analytique tout à fait particulière, puisque c'est une situation de transfert, et qu'il y a là la possibilité que le psychanalyste interprète. Alors, il n'y a pas toujours interprétation à toutes les séances, puisque ça dépend. Non, ça dépend des séances. D'ailleurs, on va faire référence aussi un petit peu quand on parle, bonsoir, Chan Chan, quand on parle de fin d'analyse, on peut faire référence aussi à ce qu'on appelle la fin d'une séance. Hein, okay, la fin d'une séance, la fin d'une analyse, bon.
On continue donc pour voir, quand on va voir les différents obstacles qui vont être en jeu pour que le travail puisse se réaliser, il va y avoir plusieurs éléments. Donc Freud va nous parler de plusieurs éléments. Il y a premièrement ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler le trauma. Alors quand on parle du trauma, ça fait référence au facteur qui a déclenché, on va dire, qui a déclenché le symptôme, c'est-à-dire l'élément donc, qui a pas provoqué, parce que c'est pas provoqué, sinon qui a participé, qui a déclenché. Et on va dire que Nadine Bonsoir, Doumama Bonsoir, que c'est un élément en fait qui va intervenir, ce trauma, et que c'est un élément contingent, c'est-à-dire qu'il peut apparaître n'importe quand, n'importe où, de n'importe quelle manière, et ça peut être n'importe quoi. Et ça peut donc intervenir à n'importe quel moment de la vie du patient. Jamila, bonsoir, Amina. Il va parler aussi de la force de l'instinct, de la force de la pulsion du sujet, de la quantité d'énergie qu'il y a à organiser, on va dire. Et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle les déséquilibres du moi, les altérations du moi. Ça, ce sont les 3 premiers obstacles. Et ensuite, on va voir qu'il y a d'autres obstacles. Et l'autre obstacle, on va dire, ou l'autre élément qui va rentrer dans le travail analytique, bien évidemment, c'est le désir du psychanalyste. Et quand on parle du désir, Janine, bonsoir, quand on parle du désir du psychanalyste, le désir du psychanalyste, c'est le désir d'occuper la fonction, le désir d'être là où il est et d'occuper la fonction. Alors le désir, c'est pas simplement les altérations du moi, c'est toutes les inhibitions, c'est les angoisses, c'est tout ce qui va se manifester, on va dire, dans la conscience. Et par exemple, c'est pas les seuls, non, c'est pas les seuls, mais on va voir pourquoi. Donc, quand on parle du désir du psychanalyste, on ne parle pas simplement de la position qu'il peut avoir, s'il est ponctuel, s'il est à l'heure, s'il est souriant, si on voit qu'il est content quand il travaille. Non, il ne s'agit pas de ça. Sinon, qu'il s'agit le désir du psychanalyste, c'est ce qui soutient son désir. Parce qu'on n'a pas un désir comme ça qui tombe du ciel et tiens, je désire ça. Sinon que c'est un désir qui se construit. Et c'est qu'un désir qui va se construire semaine après semaine, ou jour après jour. C'est-à-dire que c'est une position, c'est-à-dire que, comme j'ai l'habitude de dire, qu'il y a la psychanalyse du psychanalyste, il y a la supervision du psychanalyste, il y a sa formation qui continue, ces groupes de formation qu'il continue à étudier, et c'est ça qui forme le désir du psychanalyste. C'est-à-dire que c'est pas une manifestation de ce qu'on va pouvoir voir, sinon que c'est tout ce qui soutient son désir et qui produit son désir. Que le désir chez l'être humain, c'est une production. Donc, on va dire ça, ce sont les éléments qui peuvent faire obstacle, c'est-à-dire que le désir du psychanalyste, si un psychanalyste ne se psychanalyse pas, ben son désir, de quel désir on parle? De quel désir on parle? Parce que justement, Freud, il va dire, par exemple, dans le cas des médecins, dans le cas de la médecine, par exemple, un médecin qui a une maladie des poumons, qui est en train de se soigner, mais qui a une maladie des poumons, bah, ça ne l'empêche pas de traiter un patient et même un patient qui souffre des poumons. C'est-à-dire qu'un médecin n'a pas besoin d'avoir des organes sains pour pouvoir s'occuper de ses patients. Mais ça, c'est quelque chose qui n'a pas lieu en psychanalyse. C'est-à-dire que les propres défauts de l'analyste peuvent interférer dans le déroulement de l'analyse. Nina, bonsoir. Dans l'état de choses chez le patient, qui va l'empêcher de réagir de manière efficace. C'est-à-dire que le psychanalyste va être empêché, Lucie, bonsoir, de réagir de façon efficace, on va dire, si son désir n'est pas d'occuper la fonction. Son désir n'est pas de travailler comme psychanalyste, avec tout ce que cela... Non, parce que je veux dire que ce n'est pas... C'est un... travailler comme psychanalyste, c'est un engagement. C'est un engagement. Et là, Freud, justement, dans ce texte de fin d'analyse terminable ou interminable, ou de cette analyse terminable ou interminable,
on va voir qu'il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en jeu. Si vous parlez de la cure type de le psychanalyste était froid envers le fonctionnement du patient. Bon, après, je ne sais pas pourquoi froid. Marie, bonsoir, Céline. Quel défaut, par exemple? Mais ce sont des défauts psychiques, Céline. C'est pas le défaut qu'on va dire, elle parle beaucoup, elle parle pas beaucoup, elle dit rien, elle est froide, elle est chaude. Il ne s'agit pas de ce genre de manifestation, sinon qu'il s'agit du psychisme. C'est-à-dire comment un psychanalyste va s'occuper du psychisme de quelqu'un d'autre quand il ne s'est pas occupé de son propre psychisme. Non? À quelle fréquence se fait-elle? Ça dépend, Sonia. Non? Il y a des patients qui peuvent avoir 1 séance par semaine, 2 séances par semaine, 3 séances par semaine, 4 séances par semaine. Donc, un psychanalyste, pour pouvoir soutenir donc ce désir, doit avoir 4 séances par semaine, plus donc tout le travail. C'est pour ça que c'est un engagement, et c'est pour ça qu'on va dire, et on le dit dès maintenant, que la psychanalyse du psychanalyste est interminable. Tant qu'il va, bien sûr, travailler comme psychanalyste. Demain, il arrête d'occuper cette fonction, il n'a plus l'obligation de continuer à se psychanalyser. L'analyste a fait une analyse didactique normalement. Non, c'est pas qu'il a fait, c'est qu'il réalise, Nathalie. L'analyste réalise une analyse didactique, non? Et engagement des deux côtés. Et ensuite, il y a bien évidemment l'engagement du patient. Mais l'engagement du patient, en plus, je veux dire parce que le psychanalyste, il a une fonction, il travaille, on le paye pour réaliser sa fonction. Le patient, hein, on va dire que... Parce qu'il y a des patients, par exemple, qui viennent un certain temps en analyse pour résoudre quelque chose. Des fois, ils ne savent même pas exactement ce qu'ils viennent résoudre, dans le sens où ils peuvent présenter avec un symptôme qu'ils viennent présenter, et puis en fait, ils viennent résoudre autre chose. Non? La cure type, elle n'a jamais donné l'importance au fonctionnement et le psychisme du patient. Je ne comprends pas, Astra. La cure type, c'est quoi la cure type? Qu'est-ce que la définition de l'analyse didactique? C'est l'analyse, on va dire, c'est l'analyse des professionnels, non? Du professionnel. Alors, on va voir. Moi, je veux continuer un petit peu avec ces idées. Par exemple, il y a une idée que Freud aussi va présenter dans... Ah non, que je disais qu'il y a des gens qui se présentent en analyse et qui ont... alors René, j'ai vu que vous avez dit quelque chose, mais je ne vois pas où. Alors, il y a des patients qui se présentent et qui restent un certain temps, qu'ils ont résolu la question qui les gênait, et donc après, ils arrêtent et ils ne vont pas plus loin. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'instrument analytique juste pour un point précis. Et après, il y en a d'autres qui vont arrêter leur analyse parce que ça devient quelque chose de dérangeant. Parce que l'analyse, c'est pas toujours quelque chose où on vient, où c'est un travail. Parce que l'analyse, c'est un travail. On doit venir, à chaque fois on doit parler, on ne sait pas de quoi on va parler, qu'est-ce qu'il faut faire, j'en ai marre, on a une obligation. Donc c'est pour ça qu'effectivement, c'est un engagement. Quelle est la d'offre entre analyse et psychanalyse? Je ne comprends pas. Bonsoir Clément, je suis heureux de vous voir et de vous écouter. Laurent, pardon, la différence. Non, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Les psychothérapies brèves, elles apportent, c'est une erreur d'arrêter. Donc, alors on va dire, c'est pas une erreur. Non, on va pas dire que c'est une erreur. Non, bravo, ça c'est comme une interprétation. Très bien, Sonia. Le sujet de ce soir ne mettra pas fin à nos rendez-vous du mardi. Très bien, j'espère. Bah non, si je suis dans l'obligation, c'est mon obligation de continuer. Donc justement, c'est ce qu'on va voir dans le travail analytique. Donc c'est un engagement, et en fait, c'est un engagement qui montre un petit peu comment le sujet est en relation avec ses obligations, avec sa propre vie, parce que c'est une obligation qui est en relation avec sa propre vie. Il a un pacte, un accord avec le psychanalyste. Donc il utilise le psychanalyste pour pouvoir continuer ce travail. Parce que sinon, non, c'est comme quand on va au gymnase. On va au gymnase et donc on utilise le professeur de gymnastique pour continuer à faire des exercices. Et là, on utilise le psychanalyste pour continuer à faire ce travail. Parce que, rappelez-vous, à quoi sert une psychanalyse? Le but d'une psychanalyse, c'est de permettre l'autoconnaissance et l'autotransformation. C'est-à-dire, c'est d'apprendre à qui nous sommes.
qui nous sommes comme êtres humains et qui nous sommes nous avec notre prénom et notre nom, notre particularité individuelle. Et donc ça c'est un travail, il faut continuer parce que ce qu'on fait dans une analyse, c'est qu'on découvre des choses de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas. Donc oui, et il faut que le transfert ne soit pas troublé par le contre-transfert. Alors, on dit que le contre-transfert, j'ai déjà eu l'occasion de le présenter, c'est-à-dire que le contre-transfert, quand le psychanalyste il est dans sa position, c'est quoi le contre-transfert? Il travaille. C'est comme dire combien de temps dure une analyse, Lisa? Ben la vôtre, je ne sais pas, il faudrait commencer. Amira, bonsoir. Parce qu'il n'y a pas de durée pour une psychanalyse. Il n'y a pas de durée, donc ça dépend de l'engagement que chacun va mettre, ça dépend, on va dire aussi, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose, quand on parle, on va dire qu'il y a ici une information que j'ai eu l'opportunité de lire, qui dit que en fait, on peut arrêter son analyse, on est arrivé, il travaille avec son contre-transfert. Non, mais c'est quoi le contre-transfert, Paola? C'est quoi? Il n'y a pas de contre-transfert en psychanalyse. Pardon, mais il n'y a pas de contre-transfert. Pourquoi? Parce que le psychanalyste, il est en psychanalyse et lui, il a son transfert avec son psychanalyste. Non? Investigation sur soi. Donc, si j'ai ma psychanalyse, ça ne va pas surgir dans mon lieu de travail. Non? C'est de la même façon qu'on va dire que quand un patient commence une analyse, en fait, ou quand il a déjà pris l'habitude d'avoir cet espace pour lui, pour parler, en fait, il n'a plus besoin d'être névrosé hors de cette séance. Il vient en séance pour exposer toute sa névrose. Et quand il sort, c'est fini. Donc, il a un espace pour on va dire, pour exprimer, mais hors de ça, il ne doit plus être névrosé. Non? On ne peut pas faire d'auto-analyse parce qu'on ne peut pas s'écouter soi-même. Non? Donc, personnellement, ma psychanalyse a duré 6 mois. Donc, c'est pas beaucoup. Ça, c'est pas une psychanalyse. Non? Parce qu'une psychanalyse, c'est vraiment un engagement. Non? C'est vraiment un engagement pour avoir cette auto-transformation. Et donc, pour revenir à cette position du psychanalyste, en fait, ce qu'on demande au psychanalyste, c'est qu'il ne doit pas pâtir. Il ne doit pas souffrir de ce qui... Souffrir dans le sens subir, il ne doit pas être affecté parce qu'il arrive au patient. Alors, bien sûr qu'il n'est pas froid en disant non, parce qu'il y a des psychanalystes qui sont complètement froids, ou des infirmières, ou des médecins qui sont complètement froids pour dire non, non, moi je ne sens rien avec ce patient, je ne vais pas m'identifier avec la maladie de l'autre. Donc il ne s'agit pas d'une identification, il s'agit d'une humanité. On écoute l'autre par humanité, pas par travail. Est-ce qu'une psychanalyse, alors, est-ce qu'une psychanalyse peut être faite en même temps qu'une psychothérapie? Justement, je me suis auto-transformée. Donc, bonsoir la scène. Mais ça, c'est une apparence, non? Parce que la psychanalyse, elle vient de dire que c'est les sentiments de haine ou d'amour de l'analyste envers le patient. Mais pourquoi il va avoir des sentiments? C'est comme je veux dire que dans notre travail, et ça c'est question de tous les travailleurs, après, c'est pour ça qu'on va dire que ce n'est pas une question d'apparence, parce que les sentiments c'est une question d'apparence, sinon qu'on va demander aux psychanalystes qu'ils se psychanalysent, qu'ils soient en supervision, qu'ils continuent sa formation dans une école, pour, quand on parle des défauts, non, comme j'ai déjà souligné, les défauts de l'analyste sont des défauts psychiques. Et donc, ce n'est pas en relation avec les sentiments. Parce que si un psychanalyste a des sentiments pour son patient, c'est absolument pas un psychanalyste. Pardon. Mais, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de sentiments. C'est-à-dire, on peut avoir des sentiments hors de l'analyse, mais pas avec le patient. Ce serait intéressant qu'on aborde le sujet des superstitions pour un prochain live. Les superstitions. Donc, vous voulez qu'on arrête de parler de la psychanalyse, non? Vous trouvez que... Parler de la psychanalyse, c'est pas bien. Est-ce qu'on peut guérir d'une frigidité par la psychanalyse? Bien évidemment, Amira. M'a dit bonsoir. Et donc, pour continuer, donc Freud, il va dire qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui ont essayé, il va parler de ses propres disciples, et il va nommer ici Autoranque. Pourquoi cette matière n'est pas enseignée en Afrique? Elle n'est pas enseignée dans beaucoup d'endroits, parce que l'analyse, c'est un être humain. Mais pas quand il travaille. Mon psychanalyste a dépassé le cadre et m'a fait très mal. Alors, mais c'était pas un psychanalyste. Mais si la personne analysée ne dit pas la vérité, la psychanalyse en sera affectée. Mais il n'est pas question, Laurent, de vérité. Non?
Et parce qu'en fait, on va dire que le patient, il ne peut pas mentir. Quand on parle toujours de nous. On ne peut pas mentir. L'être humain en analyse, il ne peut pas mentir. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'écoute. Alors bien sûr qu'il peut raconter une histoire qui n'a pas eu lieu et non, faire croire. Mais le psychanalyste, il ne s'occupe pas de l'histoire dont le patient parle. Il s'occupe de comment il la raconte. Et ça, c'est la grande différence. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de sentiment pour son patient, parce qu'il écoute comment l'autre parle. Il ne rentre pas dans sa manière de vivre ou sa manière de faire, il écoute comment il parle. Et à la rigueur, quand il va intervenir pour aider l'autre à parler. Et ses défauts psychiques. Les défauts psychiques, sa position face à la mortalité, sa position, par exemple, mais ce sont des choses, en fait, ces défauts psychiques, on va pouvoir les voir dans la supervision, non? Par exemple, dans la supervision. C'est là où on va voir les défauts psychiques, parce que vous voulez que je fasse la liste des défauts psychiques pour aller voir si vous allez les trouver chez les praticiens. Donc, dans ce cas, il faut une auto-analyse ou une supervision. Mais une auto-analyse, ça n'existe pas, Astra. Une auto-analyse, c'est pas une analyse. Non, on va dire ça, c'est autre chose. L'être humain, il n'a pas la possibilité, parce qu'en fait, quand il regarde sa propre vie, il ne voit qu'une toute petite partie de sa propre vie. Toute petite partie. Vous voyez bien, vous avez des amis qui vont parler de vous d'une façon, vous dire « Ah, elle me voit comme ça ». Donc, vous existez pour elle d'une autre façon. Donc, nous sommes beaucoup plus complexes et beaucoup plus riches que ce qu'on ne pense. Nous sommes nombreux en nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui puisse écouter. Parce que sinon, nous, qu'est-ce qu'on fait? On écoute toujours la même chose. Katia, bonsoir. Donc, je reviens pour parler d'Autorank. Parce que l'Autorank, il a voulu, y a-t-il une supervision après chaque patient? Pas après. Donc, Autorank, il disait qu'il fallait accélérer, il voulait accélérer le processus analytique. Et donc, sa tendance à lui, c'était donc de renforcer, c'était ce qu'on appelle la thérapie, le prix est fixé comment? Avec une conversation. Paola, ça me fait penser à la partie immergée de l'iceberg, beaucoup plus importante que la partie visible. Merci Paola, vous avez fait une description tout à fait correcte de la situation. Donc, on disait que cette tentative de vouloir accélérer le système de thérapie, de raccourcir le travail analytique, et Freud y donne un exemple qui est assez amusant, il dit, imaginez une brigade de pompiers qui arrive dans une maison en feu et que pour vouloir éteindre le feu qui a dans la maison, ils vont prendre le mégot qui a déclenché le feu. Et voilà, c'est ça. La thérapie du moi, vouloir résoudre, raccourcir le travail, c'est vouloir éliminer le point, non? Alors on va dire, pardon, la psychanalyse apparaît comme l'une des rares aventures qui restent à vivre. Exactement. Des rares aventures qui restent à vivre. Bon, je pense qu'il en reste encore beaucoup à vivre, mais c'est une aventure et ça va être l'aventure la plus importante pour le sujet. L'aventure analytique, ça va être sans aucun doute l'aventure la plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle va toucher, on va dire, son âme. Je veux dire que l'analyste, avant qu'il soit un thérapeute, il faut la formation didactique. Exactement. Il faut obligatoirement une formation avant de pouvoir travailler. Tout le monde devrait faire une analyse en fait. Exactement, Lisa. Bah oui, tout le monde devrait pouvoir avoir accès. Donc en fait, il va faire une réflexion, Freud, qui est très intelligente. Il va dire donc, non seulement on ne peut pas accélérer le processus d'une analyse, parce qu'en fait, la thérapie du moi, ça veut dire gonfler l'ego pour qu'il devienne autonome. Et en fait, il dit que ça, c'est un système qui ne cherche qu'à permettre au sujet de réincorporer le travail comme l'indique la production capitaliste. Parce que le moi, quand il devient donc autonome, il n'a pas la capacité d'aimer, il n'a pas la capacité de désirer et il n'a pas la capacité d'écrire, simplement de travailler. C'est-à-dire, c'est déjà pas mal. D'accord, mais ça, c'était les besoins du système capitaliste américain. Non, et c'est pour ça que Autorank, c'est ce qu'il a mis en place. Non?
un très très bon exemple, là, que vous avez vu, alors j'espère. Et donc il fait référence d'ailleurs à cette, non, au passé, il dit que la théorie et la pratique de l'expérience de Rank sont des choses qui appartiennent au passé, il dit tout comme la prospérité américaine. Parce que nous sommes en 1937 quand il publie le livre, et on vient de passer la crise de 1929. Sabine, bonsoir. Alors, on vous attendait, Sabine, on vous attendait. Alors, attendez, je vais regarder, parce que j'ai vu des questions. Que veut dire avoir un moi fragile? Comment ça peut se manifester sur la personne, son comportement, ses pensées? Donc, par exemple, un moi fragile, ça veut dire que bah, tout de suite, c'est assez manifeste, les moi fragiles. C'est-à-dire que je crois tout ce qu'on me dit. Comment penser le travail lié au bonheur quand beaucoup d'entre eux sont si éprouvants? Et pourquoi on fait cette formation didactique pour éviter le contre-transfert? Mais c'est pas pour éviter le contre-transfert. Quand on rentre dans le cadre analytique, il n'y a plus de contre-transfert. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper, on ne s'occupe pas de la personne, on s'écoute, on s'occupe de comment elle parle, on écoute. On ne rentre pas, on ne l'accompagne pas. Non, je veux dire, on ne lui donne pas des conseils, on ne lui dit pas ce qu'il faut faire. On ne rentre pas dans sa vie en disant, moi, ce serait mieux si vous faisiez ça que faire ça. Non? Sinon, qu'on va lui montrer ce qui l'empêche de vivre. Non? Où sont ses inhibitions? Pourquoi il n'arrive pas à faire telle chose ou telle chose? Où son désir est placé, qu'il n'est pas placé là où lui, il voudrait qu'il soit. Alors, pour parler du moi faible, comme demandait Sonia, un moi faible, ben, c'est un moi qui va croire, qui va se laisser, on va dire, un moi faible, c'est le moi de l'enfant. Les enfants, par exemple, ils ont un moi faible dans le sens où il est en formation. Donc c'est un moi, comme il est en formation, ben, il doit passer par un processus. Et on va voir qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est-à-dire que la fonction du moi, dans l'appareil psychique, on parle de l'appareil psychique, c'est lui qui est le responsable de gérer les relations qu'il y a entre le moi, le surmoi, entre le moi, le ça, et entre le surmoi et le ça. C'est-à-dire c'est le gérant de toute cette énergie qu'il y a entre ces différents éléments du psychisme. En plus, il y a un surmoi qui est conscient et un surmoi qui est inconscient, un moi qui est conscient et un moi qui est inconscient, et un ça qui est, on va dire, une réserve de pulsion, qui est toute énergie. Donc il va devoir, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie du ça qui veut s'exprimer, le surmoi il laisse pas passer, il veut pas laisser passer, ou le moi il veut pas laisser passer, ou il y a des contradictions entre l'un et l'autre, non? C'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui vivaient en nous, et que, bah, il faut les mettre d'accord. Et en fait, elles sont pas d'accord. La psychanalyse est-elle possible dans un cadre de vie impossible, où la pensée est marquée par le narcissisme et la perversion? Bah, il faut faire un travail, hein. C'est pour ça quand on commence une psychanalyse, on ne commence pas à se psychanalyser tout de suite. Il faut d'abord préparer le terrain. On ne rentre pas dans sa vie personnelle. Merci pour cet éclairage. Ah, Saïd, pourquoi alors? J'avais compris lors de mes enseignements en psychologie que le contre-transfert, c'est le sentiment. Mais ça, c'est la psychologie, Maria. Pardon, hein. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose, justement, que la psychologie s'est occupée de cette façon-là. Mais les psychologues sont en psychanalyse. Alors, la psychanalyse est-elle possible dans un cadre de vie impossible à penser? Oui, tout à fait. Alors, Olivier. Et donc, Claude, parce que c'est possible dans le sens où quand on commence une analyse, d'abord, la majorité des gens ne savent pas ce que c'est que n'ont jamais pratiqué l'association libre. Parce que vous voyez bien que c'est une liberté que le patient a, mais en fait, comme dans notre vie, nous faisons tellement attention à comment on parle, il ne faut pas dire de gros mots, il faut parler bas, à telle tonalité. Encore, je donne des exemples. Et après, il y a plein d'autres choses, comme je veux paraître intelligente, je ne dis pas telle chose, comme je veux paraître ceci, je ne dis pas telle autre, comme je veux montrer que ceci, ben, je fais telle chose. Donc, aucune liberté n'existe. Tandis que là, vous avez un terrain où vous parlez en liberté. Vous parlez de préparer le terrain. Il y a 2 temps en analyse. Il doit y en avoir plusieurs, je crois. Conflits psychiques, quelles en sont les manifestations du coup sur le comportement de la personne, ses pensées, etc. Sonia, vous êtes une professionnelle de la santé, vous voyez ça tous les jours. Hein? Vous voyez ça tous les jours, des comportements, des conflits psychiques, non? Les conflits psychiques dans les gens. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en relation avec la réalité.
Vous leur parlez, vous leur expliquez quelle maladie ils ont, ce qu'ils vont devoir faire, et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils font comme si vous n'avez rien dit. Ils ne se rendent pas compte, ou ils interprètent complètement à côté de la plaque. Non, par exemple, on va voir que ça, ce sont des comportements qui sont assez courants, où les gens ne veulent pas se rendre compte de ce qu'on est en train de leur dire. Par exemple, bonsoir à tous, on fait le bonsoir, non, dans ce sens-là, que je veux dire qu'une psychanalyse, c'est vraiment un travail, ce n'est pas quelque chose de facile, et c'est quelque chose où le psychanalyste doit aider. Mais comment il va aider? Non, comment il va aider le psychanalyste? Parce qu'en fait, il faut aider à l'autre à réaliser ce travail. Parce que sinon, bah oui, évidemment, non, donc on avait vu ce que c'était quand on parle d'une fin naturelle d'une analyse, on avait vu ce que c'était, donc ça fait qu'il faut remplir les deux conditions, c'est-à-dire que le patient ait éliminé ses symptômes et ses inhibitions. Jamila, bonsoir, Fatia, bonsoir. Comment faire le pas, lever les blocages? Donc, prendre la décision, hein. De toute façon, on va dire, quand on pense à se psychanalyser, il faut le faire, point. C'est tout. Si on y pense, c'est pour quelque chose. On doit s'écouter de temps en temps. C'est qu'il y a un désir qui est là. Samia. Et donc on disait qu'il y avait les deux conditions. D'un côté, il y avait que le patient ne souffre plus de ses symptômes, et de l'autre côté, que le psychanalyste aussi considère que nous avons réalisé le travail et que les résistances ont été conquises et qu'on ne craint plus une répétition des processus pathologiques qui ont été travaillés. Alors, donc on disait que, soit bonsoir. Après, il y a un autre travail, donc comme Céline le disait, donc il y a un autre sens quand on parle de fin d'analyse, un autre sens qui est beaucoup plus ambitieux que celui-là. Bonsoir docteur, parlez-nous s'il vous plaît avec des mots simples sur ce que c'est que le moi, le surmoi et le ça. Donc, moi je vais continuer, je vais continuer avec la fin d'analyse. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux, on peut voir aussi un autre type de fin. C'est-à-dire que, où on va parler, il va dire que le patient est arrivé à un niveau de normalité, écoutez bien, ça c'est très intéressant, à un niveau de normalité psychique qui resterait stable. Comme si nous avions réussi à résoudre toutes les répressions du patient et remplir toutes les lacunes de sa mémoire. Et il va dire, est-ce que cela peut arriver? Eh bien non, c'est quelque chose d'impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moi normal. Un moi normal, c'est une fiction idéale. C'est une fiction idéale, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est quelque chose qui n'existe pas. On va voir une chose qui va se réaliser en psychanalyse et qui est le point essentiel avant de terminer, d'où la différence entre psychanalyse et psychologue, si j'ai bien saisi. Les différences sont nombreuses. Non, ce sont deux terrains. Non, c'est comme dire quelle est la différence entre le football et le rugby. C'est deux terrains différents, non, avec des règles différentes, avec des objectifs différents. Donc, on est tous névrosés. Il y en a qui le sont plus que d'autres, il y en a qui le sont plus que d'autres. Donc, on va dire, ce qu'on va réaliser principalement dans une psychanalyse, c'est qu'on va voir qu'une personne psychanalysée, en fait, elle apprend à domestiquer son instinct. C'est-à-dire pas à le supprimer, pas à supprimer l'instinct du désir, mais à le domestiquer. Et ça, c'est quelque chose qui va... Alors, quand on parle de domestiquer un instinct, de quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire de domestiquer un instinct? Et alors là, je vais parce que j'ai pris des notes sur des idées qui sont très intéressantes. Et alors, domestication, alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qui est la possibilité de sublimation. Bien évidemment, ça c'est un chemin qui est très intéressant. Mais la domestication, ça veut dire que l'instinct va être, écoutez bien, intégré à l'harmonie du moi. C'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine harmonie qui est impossible, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine possibilité pour que le moi puisse se gérer les relations entre le surmoi, le moi et le ça.
Et c'est-à-dire que quand il va se retrouver avec une pensée qui est en contact avec le monde, c'est-à-dire que quand on va lui dire quelque chose, il va pouvoir le tolérer, quelle que soit la phrase qu'on lui dit, qu'il ne va plus avoir besoin d'avoir recours à la répression. Que la répression, c'est un mécanisme inconscient, donc le sujet ne s'en rend pas compte, sinon qu'il se rend compte des symptômes qui apparaissent dans la conscience. Donc, on va dire que domestiquer ses instincts, c'est-à-dire ne plus avoir besoin de réprimer certaines idées, de pouvoir tolérer toutes les idées qui nous passent par la tête. Par exemple, parce qu'il y a des idées conscientes qui nous passent par la tête et il y a des idées inconscientes qui nous passent par la tête. Rappelez-vous qu'on est capable, que l'être humain est capable d'aimer et de haïr la même personne. Donc quand on aime beaucoup une personne, on a des difficultés à penser que d'un autre côté, on est capable de le haïr ou de la haïr. Et quand on haït quelqu'un, on a des difficultés à penser que ce qui se cache derrière ça, c'est de l'amour. Donc vous voyez, nous avons des idées. Non, pourquoi le psychologue et le psychanalyste n'est pas la même chose alors que les deux travaillent aussi les mécanismes de défense? Non, rien à voir. Le travail n'est pas du tout le même. Faire face à n'importe quelle situation. Exactement, ce serait une façon, mais pas seulement aux situations de la réalité, sinon à mes propres situations psychiques. En gros, il n'y a pas de moi normal. Il faut s'accommoder à nos pensées et nos affects. Et à l'amour, alors on va dire, il faut s'accommoder, c'est pas exactement s'accommoder. Premièrement, il y a beaucoup d'idées que nous ne connaissons pas de nous-mêmes. Tout le monde peut être analysé, oui Lisa, même avec des troubles bipolaires, schizophrènes ou autres, oui. Puisqu'il s'agit de parler. Vous savez parler, donc on peut. Si vous savez parler, on peut passer par l'analyse, d'accord? Donc toujours les deux extrêmes, exactement Sonia. Donc on disait que, donc quand on parlait de domestication, non, ce qu'on peut obtenir, on va dire, donc d'un côté on va obtenir l'autoconnaissance et l'autotransformation, de l'autre côté on va obtenir aussi ce qu'on appelle la domestication. C'est-à-dire que ne plus avoir besoin de réprimer, ne plus avoir, on va dire, besoin de déformer, de déplacer, de condenser. Ce qu'on normalement, on fait dès qu'il y a une idée qui nous embête, boum, on la déplace et on ne veut plus rien savoir d'elle. D'accord? Donc, il y a des choses, maintenant ne dis pas ça, je supporte pas. Bah, vous voyez bien, ça c'est comment que je dis pas ça? Il y a des idées que tu ne supportes pas, pourquoi? Non, on va dire. Mais on peut se l'exiger qu'à soi-même. Non? Parce que j'imagine qu'il y en a un, tu dois pouvoir tolérer tout ce que je dis. Non. Nous, on doit devoir tolérer tout ce qu'on pense et ce qu'on dit et ce qu'on pense en séance. Et ce que le psychanalyste va venir nous interpréter. Selon Jean Bergeret, une personnalité normale n'existe pas. C'est plus délicat d'analyser les patients psychotiques. Non, c'est un patient qui parle. Non? Tous les patients qui viennent, en plus, pourquoi on va penser psychotique? Est-ce que la psychanalyse peut se faire manipuler par un PN? Laurent, je ne sais pas ce que c'est qu'un PN. L'inceste et la psychanalyse, comment la travailler avec le patient? Il faut d'abord la culpabilité. Alors l'inceste et la psychanalyse, comment la question, elle est un petit peu bizarre. Non? L'inceste est toujours en jeu. L'inceste est toujours en jeu dans une psychanalyse, on va dire. Parce que l'inceste, c'est pas l'inceste qui est en jeu, sinon c'est l'interdiction de l'inceste. C'est la loi. Non? Et la loi, elle est toujours en jeu dans une psychanalyse. Donc, on disait, je reviens à mon idée que vous n'aimez pas beaucoup, qui est de domestiquer l'instinct. Domestiquer l'instinct, c'est-à-dire ne plus avoir besoin de réprimer. C'est-à-dire que nous allons sortir à partir de là de ce... C'est le pervers narcissique, le PN. Non, non, c'est un pervers narcissique. Non, je ne sais pas ce que c'est qu'un pervers narcissique. PN, c'est un PN, c'est un PN. Alors, on va dire ce qui va nous intéresser pour domestiquer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller au-delà de la dialectique du principe de plaisir. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire comme Facebook, j'aime ou j'aime pas. Comme j'aime pas, je ne fais pas. Comme j'aime, je fais. Et ne plus se guider par le principe de plaisir. Sinon, se laisser guider par ce qui nous convient. Qu'est-ce qui convient que je fasse par rapport à la vie que je mène, par rapport à mes responsabilités? Qu'est-ce qui convient que je fasse et qu'est-ce qui ne convient pas que je fasse? Et pouvoir donc domestiquer son instinct, c'est-à-dire ce n'est plus je fais ce que je sens, je fais ce que je veux.
Je fais comme je le sens. Maintenant, je le sens pas, alors maintenant, je le sens si. Non. Et donc, de pouvoir faire ce que, on va dire, c'est comme par exemple suivre les indications du psychanalyste. Suivre les indications du psychanalyste, c'est pas toujours agréable, mais ça convient. Si l'indication elle est là, c'est que ça nous convient. Alors, on n'aime pas. Ben, c'est comme les enfants, ils ont dû dépasser le stade de ça me dérange, c'est pas plaisant, mais dépasser ce stade-là, pourquoi? Pour pouvoir obtenir d'autres types de gains. Pardon, pour quelqu'un qui a été abusé sexuellement par l'un des membres de la famille, comment traiter par la psychanalyse l'inceste? Donc on ne va pas traiter l'inceste, sinon qu'on va écouter comment ce patient-là va parler de ce qui lui est arrivé. Et on va voir selon comment domestiquer, c'est ne plus être libre aussi. Mais ça dépend de quelle liberté on parle. Vous croyez que vous êtes libre quand vous faites ce que vous aimez? C'est quoi vos goûts? Ils sont dirigés par quoi nos goûts? Quand on fait ce qu'on aime, quand on fait ce qu'on préfère, on est dirigé par quoi? Vous croyez qu'on est libre? Créer une communion entre le moi et le monde externe. Mais la communion, non, mais disons accepter le monde externe. Accepter que le monde, il est comme il est. Et ça, c'est un long travail, comme un guide personnel pour trouver sa place. Je ne comprends pas, Sonia. Un guide personnel pour trouver sa place. Bah, disons que c'est pas trouver sa place, c'est faire sa place. Parce qu'il n'y a pas de place pour nous, a priori, sinon qu'on va devoir la faire. Non, il n'y a pas de chemin pour nous, sinon que nous allons tous devoir faire notre propre chemin. Donc, trouver notre place, c'est pas tout à fait ça. Sinon, c'est plus nous occuper de faire notre vie. Et ça, c'est une chose, Ingrid, qui est importante, l'idée de la liberté. Non, parce que qu'est-ce que ça veut dire, liberté? Liberté, ça veut dire courir dans une plaine à l'air libre, toute nue, et crier le plus fort possible. C'est quoi la liberté? Non, parce que très souvent, la liberté nous a amenés à des situations dans notre vie catastrophiques. Non, donc ce n'est pas l'idée de liberté, en fait, la véritable non, c'est pas écarter le plaisir, Ahmed. C'est ne pas suivre le principe de plaisir. Vous savez ce que c'est que le principe de plaisir en psychanalyse? C'est l'attention la plus petite possible, c'est-à-dire être tranquille, ne pas être dérangé. Non? Donc, l'idée sur ce que vous venez d'expliquer sur la nécessité d'aller au-delà de la dialectique du principe de plaisir. Donc, et l'idée de la liberté, en fait, la liberté, c'est difficile d'accepter le monde tel qu'il est, bien évidemment, Céline. Peut-on aimer notre psychanalyste? Et ce reste pour une bonne thérapie. Qu'est-ce que ça veut dire aimer son psychanalyste, Sonia? C'est un long travail, vous dites. Exactement. C'est surtout ça. C'est comme faire de la gymnastique. Je veux dire, vous arrêtez de faire de la gymnastique, vous commencez à grossir, les muscles, ils ne répondent plus autant. Je veux dire qu'il y a des choses qu'il faut continuer à faire. Et pourquoi? Et en plus, c'est super intéressant parce qu'on découvre toujours, alors de temps en temps c'est désagréable, mais on découvre toujours des nouveautés qui nous donnent, qui nous font pétiller, les nouveautés qu'on va découvrir en psychanalyse sur nous-mêmes ou sur l'être humain, c'est quelque chose qui nous fait pétiller, c'est une joie, non? La psychanalyse efface tous les préjugés, le paraître et le rôle que l'on se donne. Ça, Lisa, ce serait vachement bien. Mais non, c'est des années de travail, non? Effacer tous les préjugés, c'est difficile. Non, mais c'est pour ça que, Ingrid, la liberté que nous avons, c'est la liberté de parole. Et la liberté de parole, ça ne veut pas dire je dis ce que je veux, quand je veux, non, non, non. La liberté de parole, c'est la liberté en analyse, où là, je peux dire ce que je veux. Pourquoi? Parce que je vais emmerder personne. Là, je peux dire tout ce que je veux, tout ce qui me passe par la tête, des choses les plus terribles aux choses les plus secrètes, tout ce que je veux, et même ce que je ne sais pas de moi. Et ça, c'est la véritable liberté, c'est-à-dire apprendre à me laisser parler pour découvrir la personne que je suis. C'est pas courir dans la plaine, toute nue, et crier très fort. Ça, c'est pas de la liberté. Ça, c'est ce qu'on faisait quand on était petit. Ça, c'est l'enfant, il faisait ça. Donc, la liberté, l'être humain, tel qu'il est aujourd'hui, il n'y a pas de liberté. Le temps d'une séance dure 30 minutes, Sonia. Les séances durent 30 minutes.
Donc il n'y a pas de la liberté, il faudra prendre plusieurs séances. Mais c'est pas avoir des choses à dire, c'est voir ce que je vais dire, c'est découvrir et qu'est-ce que je vais dire. Qu'est-ce que je vais dire pendant ma séance? C'est pour ça qu'il faut continuer, parce qu'au départ, effectivement, on vient raconter quelque chose. Mais après, on dit, ça y est, j'ai tout dit. Qu'est-ce que je viens dire maintenant ici? Il va falloir inventer. Il va falloir raconter quelque chose, parler. Comment dire quelque chose qu'on ne sait pas de soi? Se laisser parler. C'est ce que va nous dire Freud. Ça, c'est l'objectif. Donc, c'est l'objectif, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, vous rappelez que cette vidéo, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux. Je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero à Madrid. D'accord, donc je vous le rappelle, où j'informe les gens qui ne me connaissent pas encore. Je travaille comme psychanalyste en ligne, par WhatsApp, par Messenger, par Skype, et en présentiel à Madrid, pour les Madrilènes. Donc voilà. Olivier, merci à vous. Comment dire quelque chose? Eh bien oui, c'est pour ça qu'il faut apprendre. Non, Freud dit qu'en fait on doit dire tout ce qui nous passe par la tête. Mais il faut apprendre à écouter ce qui nous passe par la tête. Tout est un apprentissage chez l'être humain. Et donc ce qui est intéressant, c'est de continuer à apprendre. De pouvoir dire, c'est la première fois que j'essaye de faire ça. Merci à vous Martine, à mardi prochain. Au revoir Céline, fort intéressant. Pourrez-vous faire une séance sur le principe de quoi? Le principe de plaisir. Au revoir Serge, c'est super intéressant. Lisa, au revoir. Laura, merci, au revoir. Donc bonne continuation. Au revoir Jean-Loup. Annick, bonsoir. Maria, parler librement, c'est-à-dire l'association libre. Exactement, Maria. Célia, merci, bonne soirée. Sonia, au revoir, allez, bonne soirée. Doumama, bonsoir, merci à vous. Et mes respects à vous. La scène, Catherine, merci. Paola, merci à vous. Jamila, bonsoir. Donc, on se dit à Marie-Thérèse. Et bonsoir, Marie-Thérèse. Et Achille, au revoir. Hakim, c'est très intéressant. Nathalie. Et Fiber, la psychanalyse fut juste un moyen de survivre au départ. Merci, merci beaucoup. Bonne semaine. Ahmed, Manuela, Maria, Fatia. Donc bonne continuation et je prépare un super sujet pour la semaine prochaine. Monique, j'avais pris en cours de route. Merci et bonsoir. Donc vous savez que la vidéo reste sur la page de Facebook, qu'elle va passer ensuite sur la page de YouTube, que nous sommes aussi en contact avec Instagram et avec Telegram. Donc, une bonne soirée, merci. Et pour le mois, donc, le mois et ça, ce sera pour la prochaine fois exactement. Merci, donc super intéressant. Allez, bonne continuation. Merci à tous pour votre enthousiasme et à mardi prochain. Au revoir, ciao, ciao.